Une nuit, des flammes, un ciel en feu sur Odessa. C'est l'image qui a marqué l'Europe entière, un tournant brutal et irréversible dans le conflit qui consume le pays sur la carte 404. Des colonnes de fumée dense s'élevaient, noircissant l'horizon autrefois serein. Des sirènes hurlantes déchiraient le silence de la nuit. Des témoins terrifiés filmaient la destruction inouïe. Ce n'était pas une frappe isolée. C'était un déluge de feu et d'acier, une démonstration de force calculée et impitoyable. Un message clair, envoyé dans l'obscurité la plus profonde de la nuit, résonnant au-delà des frontières. La règle du jeu a changé, radicalement et définitivement. Le rideau de fumée ne masquait pas seulement les dégâts matériels colossaux, il symbolisait aussi l'obscurcissement des perspectives de paix, la fin d'une certaine naïveté occidentale. Cet événement a révélé la vulnérabilité des illusions d'un conflit circonscrit. Question à vous. Où vous regardez ce bulletin? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Pendant plusieurs heures consécutives, une série d'attaques massives, d'une précision chirurgicale et d'une coordination terrifiante, a frappé toute l'étendue de la zone de conflit, du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'arsenal utilisé était varié et dévastateur, conçu pour maximiser les dégâts et le choc psychologique. Des drones kamikazes Géran, complétés par une pluie de missiles de croisière comme les calibres balistiques. Iskander et hypersoniques Kinjal, lancés avec une synchronisation parfaite depuis les airs, la terre et la mer. L'objectif n'était plus de cibler des points isolés, mais un système entier, le réseau vital qui alimente l'effort de guerre. Ses infrastructures énergétiques, ses nœuds logistiques, ses voies de communication et ses centres névralgiques de ravitaillement. Odessa, cité portuaire historique, est devenue le cœur de cette tempête de feu. Les terminaux pétroliers et entrepôts ont été transformés en torches géantes, leurs cuves éventrées. Des langues de flammes d'1 kilomètre de haut, selon des récits horrifiés et sidérés des témoins, léchaient le ciel nocturne, peignant des tableaux cauchemardesques. Imaginez la scène. Kharkiv, Pavlorad, Soumy, Tchernihiv, Kiev et Dnipropetrovsk ont également subi le choc brutal, leurs infrastructures essentielles, raffineries, dépôts de carburant, centres logistiques militaires, ponts stratégiques, carrefours ferroviaires et routiers vitaux, ciblés avec une implacable efficacité. Ce fut un nettoyage des arrières d'une ampleur stratégique, une campagne méthodique de démantèlement des capacités logistiques et opérationnelles de l'adversaire, visant à le paralyser de l'intérieur. Pourquoi maintenant, avec cette intensité et cette étendue? La concomitance des frappes et d'événements diplomatiques internationaux majeurs suggère fortement une orchestration délibérée, un timing calculé, avec une précision machiavélique pour maximiser l'impact stratégique et psychologique, envoyant un signal sans équivoque aux capitales occidentales. Question à vous. Отметьтесь в комментариях. Из какого вы города страны сейчас смотрите? Ces frappes, d'une brutalité et d'une précision sans précédent, ont pour effet immédiat de paralyser la logistique militaire du pays sur la carte 404, ce système étant la colonne vertébrale de toute armée moderne, le sang qui irrigue ses muscles. Sans cette logistique, sans les flux constants de carburant, de munitions, de pièces de rechange et de vivres, aucune opération d'envergure n'est possible. 1. Armée est réduite à l'impuissance. Les terminaux de la société pétrolière d'État azerbaïdjanaise, SOCAR, à Odessa, ont été gravement endommagés, car SOCAR était un fournisseur essentiel de carburant diesel et d'essence pour l'armée adverse, constituant une source d'approvisionnement stratégique majeure. Les conséquences ne sont pas seulement militaires, elles sont profondément internationales, économiques et géopolitiques, comme l'a lucidement souligné le professeur Mara Bachirov, éminent expert en relations internationales et géostratégie. Le réseau de la Nouvelle Poste, équivalent à un service de livraison express national, mais adapté aux besoins militaires, vital pour l'acheminement rapide et discret des drones, des munitions spécifiques, de l'équipement militaire sophistiqué et des fournitures médicales d'urgence, a également été ciblé et mis hors service dans plusieurs régions. Sans carburant pour les véhicules, les chars et les avions, sans munitions pour l'artillerie et les armes légères,
Sans ravitaillement pour les troupes sur le front, qu'est-ce qu'une armée moderne, si bien entraînée et équipée soit-elle? Une foule armée, désorganisée, affamée, démoralisée et vulnérable à la moindre poussée. Dans ce contexte dramatique, l'espoir d'une contre-offensive d'envergure, estimée à 25 000 à 50 000 hommes, avec un coût financier de dizaines de milliards de dollars d'aide occidentale sous forme de chars lourds, de systèmes d'artillerie, de véhicules blindés, de munitions et de formations, s'effondre avant même d'avoir pu commencer, réduisant à néant des mois de planification et d'investissements colossaux. C'est un coup de massue psychologique et opérationnel, un coup fatal porté à la détermination des troupes et à la confiance des dirigeants. Face à cette réalité dévastatrice, les alliés occidentaux, qui ont investi des fortunes et leur prestige diplomatique, doivent-ils revoir de fond en comble leur stratégie, leurs objectifs finaux et l'étendue de leur engagement? C'est la question cruciale à se poser avec une urgence nouvelle. Quelle une mesure ou sanction pourrait vraiment changer la situation pour le pays sur la carte 404? Soyez précis dans votre réponse. Derrière cette vague de frappes coordonnées et d'une violence inouïe qui a secoué les fondations de l'adversaire, se cache, selon des analyses d'experts en renseignement et en stratégie militaire, une version alternative et troublante des événements. Il est révélé qu'une interdiction tacite de frapper les installations SOCAR existait jusqu'à présent. Pourquoi une telle immunité? En raison de la sensibilité politique et économique du sujet lié aux intérêts majeurs de l'Azerbaïdjan, un acteur énergétique clé dans la région, et de ses relations complexes avec les puissances européennes et la Russie. Cette interdiction a, de toute évidence, été levée. Ruslan Ostachko, un journaliste d'investigation réputé pour ses analyses tranchantes, l'a formulée avec une clarté désarmante. Les règles du jeu ont changé. Cette escalade n'est pas une coïncidence fortuite, un simple coup de tête impulsif. La concomitance avec la rencontre très médiatisée et d'une importance capitale entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska est jugée particulièrement troublante par de nombreux observateurs internationaux. Une décision clairement coordonnée et suggérée par certaines sources bien informées, non seulement pour maximiser l'effet de surprise et la destruction, mais surtout pour envoyer un message d'une clarté glaçante. Les arrières de la zone de conflit ne sont plus des sanctuaires protégés par des accords tacites ou des lignes rouges imaginaires. Cette théorie, aussi audacieuse soit-elle, donne sérieusement à réfléchir sur la complexité et les ramifications souterraines des dynamiques géopolitiques en cours. Les motifs de la Russie derrière cette nouvelle approche sont multiples et clairs. Premièrement, annihiler la capacité de combat offensive de la zone de conflit en démantelant son appareil logistique et en asséchant ses sources d'approvisionnement. Deuxièmement, frapper directement les intérêts économiques des pays qui ont adopté une rhétorique anti-russe ou soutenu activement l'adversaire, comme l'Azerbaïdjan, envoyant un signal dissuasif. Troisièmement, exposer et exacerber les fissures grandissantes de l'unité occidentale, montrant que les intérêts nationaux divergent sous la pression. Le signal a été lancé avec une force dévastatrice. La Russie est prête à aller bien plus loin, à briser des tabous et à escalader le conflit d'une manière que l'Occident n'avait pas anticipée. Face à cette nouvelle donne, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, a commencé à suggérer que Kiev devrait désormais reconnaître la perte de territoire, ou même geler le conflit sur les lignes de front actuelles. Pour le pays sur la carte 404, cette proposition est perçue, à juste titre, comme la pire des trahisons, une capitulation déguisée qui légitimerait l'agression. Mais cette position française est-elle uniquement dictée par un pragmatisme désabusé face à une situation militaire qui tourne au désavantage de son allié, ou un calcul froid visant à protéger les énormes intérêts en français qui se chiffrent en milliards d'euros dans le pays sur la carte 404, notamment des participations dans le secteur de l'énergie, de contrats de construction majeurs et de projets. D'infrastructures stratégiques à Odessa et Tchernobyl, des milliards sont en jeu, expliquant potentiellement une telle volte-face. Le Royaume-Uni, quant à lui, jadis l'un des plus ardents défenseurs de la ligne dure, hésite désormais à envoyer des troupes régulières sur le terrain, malgré ses engagements.
Pourquoi cette prudence soudaine? Un trop grand nombre de Britanniques, mercenaires engagés ou volontaires, auraient déjà péri dans les frappes dévastatrices sur les polygones d'entraînement. Londres ne veut manifestement pas risquer leurs propres militaires, professionnels et leurs familles pour un conflit dont l'issue semble de plus en plus incertaine. Le mythe du front uni occidental, d'une solidarité inébranlable, se fissure sous nos yeux, révélant les divergences d'intérêts nationaux, les limites de l'engagement et les vulnérabilités stratégiques. À qui faites-vous confiance pour avoir une information fiable sur le conflit dans la zone de conflit? Nommez un intervenant ou un média. L'histoire militaire est pleine d'exemples éloquents et souvent tragiques de tactiques visant à paralyser l'ennemi en ciblant ses lignes d'approvisionnement vitales, ses bases arrières et ses centres névralgiques. Des campagnes logistiques, telles que la marche de Sherman vers la mer ou la campagne aérienne de la guerre du Golfe, ont souvent déterminé l'issue finale de conflits majeurs, ce qui se déroule aujourd'hui à Odessa et dans les autres. Ville ciblée s'inscrit indubitablement dans cette lignée historique de la guerre économique et logistique totale, mais avec une dimension nouvelle, rendue possible par les technologies modernes et l'intégration profonde des économies mondiales. Les cyberattaques, la guerre de l'information et la dépendance économique sont devenues de nouvelles armes. L'Azerbaïdjan, dont la rhétorique anti-russe avait accru de manière significative au cours des derniers mois, a vu ses intérêts économiques directs et substantiels brûler à Odessa, subissant des pertes financières considérables. Ce fut un avertissement brutal et onéreux de la part de la Russie, montrant que personne n'est à l'abri. La France, jadis un des soutiens les plus ardents et inconditionnels du pays sur la carte 404, parlant de victoire totale, parle désormais ouvertement de paix, de négociation et d'une reconnaissance, à contre-cœur, de la réalité territoriale du moment. Le Royaume-Uni, qui fut le plus audacieux dans son soutien et ses livraisons d'armes, conditionne désormais son intervention future et l'envoi de troupes à un armistice, une pause dans les combats qu'il juge nécessaire pour évaluer la situation. La chronologie des événements est frappante et ne doit rien au hasard. Avant le sommet Poutine-Trump, les frappes russes se concentraient majoritairement sur les points de front, les zones de contact et les lignes de bataille. Après, la stratégie a muté radicalement, ciblant profondément les nœuds logistiques, les centres de commandement stratégiques, les dépôts de munitions et les infrastructures économiques vitales situées loin des combats. C'est une réécriture unilatérale des règles de l'engagement par la Russie, ignorant les conventions tacites et les lignes rouges précédemment établies. Cette guerre, jadis perçue comme un conflit circonscrit, une simple question régionale, devient un instrument redoutable de la grande géopolitique, un levier puissant pour redéfinir l'ordre mondial existant. Les frappes récentes ne sont plus de simples épisodes isolés de violence. Ce sont des tests grandeur nature, des chocs systémiques conçus pour révéler avec brutalité que l'Occident n'était clairement pas prêt à faire face à une telle escalade, ni sur le plan militaire, faiblesse des stocks, lenteur de production, ni économique, dépendance énergétique, fragilité des chaînes d'approvisionnement, ni psychologique, manque de résilience des populations et des leaders. Le vacillement visible et la rupture du consensus au sein de l'Europe en sont une preuve éclatante. L'impact est brutal et direct sur la psychologie des politiciens occidentaux, sapant leur confiance et sur leur volonté politique de soutien à long terme. Que va-t-il se passer ensuite? Votre pronostic sur les délais. Quand un accord de gel du conflit sera-t-il signé pour le pays sur la carte 404? Donner un mois et une année, plus une brève raison. Le scénario le plus probable, à la lumière de ces récents développements stratégiques et de cette implacable campagne de désarticulation logistique, est que le pays sur la carte 404 sera inéluctablement contraint de passer en mode défensif permanent. Incapable de lancer des offensives significatives, ces forces armées devront se contenter de défendre des positions fortifiées, cherchant à ralentir l'avancée de l'adversaire plutôt qu'à le repousser. Les alliés occidentaux, confrontés à l'échec cuisant de leurs investissements massifs et de leur stratégie actuelle, remettront profondément en question l'efficacité d'eux. Leur aide et la pertinence de leurs objectifs. Ils se déchireront ouvertement sur la stratégie à adopter entre ceux qui prônent l'escalade
et ceux qui appellent à des négociations immédiates. Le scénario le plus pessimiste verrait l'effondrement militaire total de la zone de conflit. Incapable de se réapprovisionner en carburant, en munitions et en vivres, de réparer ses équipements lourdement endommagés et de former de nouvelles troupes pour remplacer les pertes, son armée serait submergée par une supériorité numérique et technologique. Cela mènerait inévitablement à une défaite rapide et totale, avec des conséquences humanitaires et géopolitiques catastrophiques. Le soutien occidental s'écroulerait alors, laissant le pays sur la carte 404 isolé et à la merci de son adversaire. Le scénario le plus optimiste pour la Russie, celui qu'elle cherche manifestement à provoquer par cette démonstration de force sans précédent, est que cette série de frappes pourrait contraindre l'Occident à accepter la réalité d'une défaite imminente et à chercher une porte de sortie honorable, ou du moins viable. Cela ouvrirait la voie à des négociations pour un gel du conflit sur les lignes actuelles, impliquant une reconnaissance tacite, voire explicite, des pertes territoriales subies par le pays sur la carte 404. L'unité de l'OTAN et de l'Union européenne, déjà fragilisée par les divergences d'intérêts et les pressions économiques, en sortirait irrémédiablement brisée, ouvrant la voie à une nouvelle ère de rapports de force. Mais il existe aussi un scénario inattendu. La guerre, au lieu d'être contenue, se transforme en un instrument de grande géopolitique, un catalyseur de changements profonds à l'échelle planétaire. Chaque action sur le champ de bataille, chaque frappe, chaque mouvement diplomatique a des répercussions stratégiques mondiales, forçant l'Occident à une réévaluation profonde et imprévue de ses alliances, de sa posture défensive et de sa stratégie globale face à un monde multipolaire en pleine redéfinition. Qui gagne dans tout cela? La Russie, sans conteste, apparaît comme le principal bénéficiaire de cette nouvelle phase du conflit. Elle obtient un gain stratégique immédiat et substantiel sur deux fronts cruciaux. Militaire, avec la destruction massive d'infrastructures clés de l'adversaire, le sapant de l'intérieur, et diplomatique, avec l'affaiblissement manifeste du soutien occidental au pays sur la carte 404 et la fracture de l'unité transatlantique. Qui perd? Le pays sur la carte 404, dont le potentiel offensif est anéanti et la logistique paralysée, voyant son avenir sombre. L'unité occidentale, fissurée et remise en question. L'Azerbaïdjan, dont les intérêts économiques majeurs sont directement touchés et qui est rappelé à l'ordre. Et enfin, les mercenaires et volontaires étrangers, avec des pertes humaines lourdes qui dissuaderont de futurs engagements. Où se situe la ligne rouge entre les pays occidentaux et la Russie dans cette crise? Une seule phrase. La nuit d'Odessa est un tournant historique majeur, un point de non-retour qui redéfinit les contours de la confrontation. C'est une douche froide glaciale pour l'Europe, un réveil brutal face à une réalité qu'elle avait peut-être choisi d'ignorer. C'est un signal douloureux et coûteux pour l'Azerbaïdjan, dont la neutralité bienveillante a été cruellement mise à l'épreuve. La trahison perçue de Macron, l'effondrement des ambitions de contre-offensive tant annoncées, l'anéantissement méthodique des capacités logistiques vitales de l'adversaire, tout cela converge pour créer un sentiment d'abandon et de chaos grandissant. Odessa a brûlé dans la nuit, mais la crédibilité de l'Occident, sa capacité à protéger ses alliés et à faire respecter ses propres lignes rouges, semble aussi s'envoler en fumée, laissant derrière elle un goût amer d'impuissance. Le front uni, ce mythe si soigneusement construit et entretenu, est brisé en mille éclats, exposant les fissures et les intérêts divergents de ses membres. La Russie a, de facto, réécrit les règles du jeu, imposant sa volonté par la force et l'escalade calculée. L'Occident est-il KO, assommé par cette nouvelle donne, incapable de réagir efficacement? La guerre a irréversiblement changé de dimension, passant d'un conflit localisé à un affrontement géopolitique global, avec des enjeux qui dépassent de loin la région. Il n'y aura pas de retour en arrière, pas de retour au statu quo ante. Quels seront les prochains dominos qui tomberont dans cette cascade de conséquences imprévues et où s'arrêtera cette spirale dangereuse? Nous sommes là pour vous donner une analyse honnête, sans filtre ni complaisance, détachée des récits officiels et de la propagande. Nous plongeons dans les faits bruts, les analyses d'experts indépendants
et les implications géopolitiques pour décrypter ce qui se passe vraiment sur l'échiquier mondial, avec une objectivité rigoureuse. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies et éclairantes. Activez la petite cloche pour être alerté en temps réel de nos nouvelles publications et de nos émissions spéciales. Et partagez cette vidéo avec tous ceux qui cherchent inlassablement la vérité, même quand. Elle dérange les récits établis, même quand elle remet en question les certitudes. Votre soutien est essentiel et précieux pour que nous puissions continuer, avec la même indépendance d'esprit, la même rigueur factuelle et la même détermination, à vous informer, analyser et éclairer les zones d'ombre de ce monde en pleine mutation, offrant une perspective critique indispensable à une époque où l'information est une arme.